Bonjour à vous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux champions de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado. What a year! What a year! L'Avalanche du Colorado a été une organisation qui a été complètement dominante et ce du début à la fin, c'est-à-dire ça a pu être up and down pendant la saison, mais je veux dire, ça a été dominant en saison régulière, dominant en séries éliminatoires, ça a donné une très belle finale de Coupe Stanley. C'est une organisation qui est à la fois construite pour les séries éliminatoires et pour la saison régulière. Ça l'a bien été l'année passée. C'est une organisation qui avait l'air d'être relativement bien balancée, bien coachée, avec un corps de leadership intéressant, et c'est ce qui fait qu'on a réussi à se rendre jusqu'à rien de moins que la conquête de la Coupe Stanley. J'ai fait un petit dessin de Coupe Stanley d'ailleurs pour souligner qui sont les champions. Il y a eu un petit changement au niveau de la direction, mais là, il faut vraiment le mettre entre parenthèses. J'ai vraiment juste l'impression ici que Joe Sakic est encore dans l'organisation. Donc, c'était Joe Sakic qui était directeur général. Puis je pense que c'est un peu la même affaire que le Canadien a fait. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont juste divisé le poste en deux. Puis là, on a un certain Chris McFarlane qui est rendu officiellement directeur général de l'Avalanche du Colorado. Mais ne vous en faites point, Joe Sakic est toujours là. Sinon, le coach, c'est Jared Bednar qui a très bien fait jusqu'à présent avec son corps de joueurs. Vous allez me dire, c'est sûr que quand tu as McKinnon et McHurd, ça l'aide un petit peu. Oui, ça l'aide un petit peu. Mais il fait une belle job pareil. Donc en 2020-2021, on se rappelle que c'est une saison écourtée. L'Avalanche du Colorado, c'est 39 victoires, 13 défaites, 7 défaites en prolongation. Donc 39 victoires pour 17 défaites. On a été dominant, 82 points en 2020-2021. Pour ce qui est de la saison 2021-2022, c'est 56 victoires, 19 défaites et 7 défaites en prolongation. 56 victoires pour 26 défaites au final. 119 points d'accumulé, on a terminé premier dans la conférence de l'Ouest, deuxième dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués de 3,76, ça représente la quatrième meilleure attaque de la LNH. Mais vous allez voir que j'aime comment l'équipe est balancée dans le sens où on a un bon top 6 qui produit offensivement, puis après ça un bottom 6 qui est peut-être plus responsable. Je pense qu'on a une belle structure au niveau de l'Avalanche. Une moyenne de buts accordée de 2,83, ce qui est quand même relativement bien. Un avantage numérique à 24%, ce qui est très bien. Et un désavantage numérique à 79,7%, ce qui est bien sans plus. Donc, on a une organisation qui a remporté le championnat de la Coupe Stanley, et avec tout honneur d'ailleurs, parce que ça a été une très belle finale de Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Ils ont tellement, mais tellement fait mal paraître les Prédateurs de Nashville. C'était un peu la même chose aussi l'année d'avant, quand ils ont joué, pas la phase préliminaire, mais la première ronde de série, ils ont joué contre les Coyotes. C'était ridicule comment l'Avalanche dominait complètement. Contre les Prédateurs, je dirais c'était un peu le même feeling, un peu moins intense, mais quand même un peu le même feeling. Mais il faut mentionner, du côté des Prédateurs, on n'avait pas Saros, et ça, c'est vraiment c'est un clou dans le pied qu'on avait du côté des Prédateurs de Nashville. Mais bon, ça, on ne fait pas le preview ici des Prédateurs, on parle de l'Avalanche du Colorado. Le meilleur en termes de buts aura été Rantanen avec 36 buts, mais attention, il faut mentionner que des gars comme McKinnon et Landeskog n'ont pas connu une saison complète pour cause de blessures. Dans le cas de McKinnon, il a quand même fini avec 32 buts, alors que Rantanen a fini avec 36 buts. Fait que, fort à parier que si McKinnon faisait une saison complète, il aurait probablement été le meilleur buteur de l'organisation, sauf qu'il n'a pas joué une saison complète. Donc bref, mais quoi que du côté de Rantanen, on a manqué quand même une affaire comme 7 matchs, je pense. Ouais, 75 matchs, fait à peu près 7 matchs de son côté. Fait que c'est pas une saison complète, mais on a été plus amputé du côté de McKinnon pour ça. Le meilleur en termes de points aurait été Rantanen avec 92 points, une excellente saison pour lui. Bien entendu, le meilleur défenseur à caractère offensif, mais j'oserais même dire peut-être défensif parce qu'il est très intelligent. Cale Makar, dans 77 matchs, 86 points. What? Plus 48. Alors, du côté de Cale Makar, non seulement on a eu une bonne saison régulière, mais on a connu des excellentes séries éliminatoires. Donc, en séries éliminatoires du côté de Makar, c'est 29 points en 20 matchs. Meilleur pointeur de l'Avalanche du Colorado à 23 ans. Ouh! Ce gars-là, on va en entendre parler pour longtemps, ou du moins touche du bois. On espère qu'il ne sera pas blessé, là, mais on va en entendre parler pour longtemps, ça c'est sûr et certain. Mais je ne veux pas négliger non plus la part des attaquants, parce qu'on parle aussi de très bonnes séries éliminatoires pour Nathan McKinnon, c'est 24 points en 20 matchs. Gabriel Landeskog, 22 points en 20 matchs. Nazem Kadri, 15 points en 16 matchs. Puis dans le cas de Nazem Kadri, on avait connu une très bonne saison. Là, c'est 87 points pour Nazem Kadri, qui aujourd'hui est parti. Il ne sera pas de retour avec l'Avalanche, mais il avait connu quand même une très bonne saison et des bonnes séries éliminatoires aussi. On se rappelle, il y avait eu un call un peu limite là, par rapport à peut-être quelque chose de raciste en séries éliminatoires. Je pense que c'était contre les Blues de Saint-Louis, mais c'est pas les Blues, là, mais c'était pendant la série contre les Blues. Et après ça, on dirait qu'il a comme débloqué. Puis après ça, il a été performant jusqu'en finale.
Et que dire de notre cher ami Artturi Lekkonen, Monsieur Magique, moment magique devrais-je dire. Artturi Lekkonen qui a eu le but qui a amené l'équipe en finale de Coupe Stanley et le but de la Coupe Stanley. Fait que, il a fait une très belle impression. Très très belle impression à un point tel que Nathan McKinnon a mentionné qu'il serait prêt à échanger 10 choix de premier tour pour ce gars-là. Mais il l'a mentionné. Hein, là, je le ferais. Mais je suis pas sûr qu'en début de saison, il ferait. Enfin bref, donc, maintenant on va y aller avec les 3 espoirs à la coupe.ca. Donc ça, c'est 3 espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand du à la coupe.ca. Le texte est disponible sur la coupe.ca. Il est beaucoup plus complet que ce que moi je vais vous raconter. Mais c'est 3 gars qui pourraient craquer l'alignement dès cette année. On va commencer avec un certain Ben Meyer, un joueur de centre de 23 ans qui a évolué essentiellement dans la NCAA l'année passée en 34 matchs, 17 buts, 24 passes et 41 points. On dit de lui que c'est un joueur surtout d'intensité qui est très responsable dans ses 3 zones et il était capitaine de son équipe au niveau de la NCAA. Donc un gars qui montre du leadership et de l'intensité, c'est quelque chose qui peut rentrer très facilement dans l'alignement dès cette année pour l'Avalanche du Colorado. Parce que ça n'a pas besoin d'être un gars top 6. Donc, en profondeur, on peut quand même réussir à rentrer des nouveaux éléments. Et c'est un gars qui pourrait être à suivre, qui pourrait intégrer l'alignement régulier dès cette année. Ensuite de ça, on y va avec Sampo Ranta. C'est un ailier. J'ai marqué ailier ici parce qu'il peut être autant ailier gauche qu'ailier droit. Fait que c'est au besoin. Ranta, c'est un ailier de 22 ans qui a évolué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. C'est 38 matchs, 7 buts, 7 passes pour 14 points. C'est un gars qui est surtout responsable à très gros, à un bon gabarit, là, 6 pieds 2 puis 195 livres. C'est quand même c'est quelque chose d'intéressant. Sa saison, elle est, définissons-la comme correcte l'année passée. Mais il avait surpris. Il avait surpris au camp d'entraînement au début de la saison 2021-22 et il a commencé avec l'Avalanche Colorado. Donc, est-ce qu'il va commencer encore avec un bon camp d'entraînement puis surprendre l'organisation? Peut-être. Mais c'est peut-être pas un gars qui, pour l'instant, est vraiment établi LNH. 14 points en 18 matchs, c'est pas exceptionnel. Par la suite, on a Oscar Olausson, un ailier droit de 19 ans. Lui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario l'année passée, mais c'était sa première année qu'il évoluait en Amérique du Nord pour Olausson. C'est 49 points en 55 matchs, dont 26 buts, 23 passes. De son côté, ce qu'on dit de lui, c'est que c'est un marqueur naturel. Mais semble-t-il qu'il s'est amélioré au niveau du playmaking l'année passée. Il faut encore qu'il s'adapte peut-être un peu au style de jeu nord-américain, des patinoires plus petites, le jeu est plus rapide. Mais il en reste pas moins qu'il a bien fait à sa première année. Il se pourrait peut-être qu'il surprenne pour le camp d'entraînement. Mais vous allez remarquer que je ne l'ai pas mis dans mon alignement que je propose. Olausson, d'après moi, n'est pas à intégrer immédiatement au niveau de la LNH. Là, ici, on y va avec mon alignement. C'est un alignement que je vous propose et non un alignement qui est basé sur les différents essais des coachs ou quoi que ce soit. C'est juste un alignement que je vous propose. Je me suis amusé un petit peu, mais je pense qu'il y a des éléments assez ferme dans cette organisation-là que tu peux pas vraiment bouger de où ils sont. Fait que j'ai essayé de jouer un peu avec ce que je pouvais jouer. On va dire ça comme ça. Donc, notre première ligne, il n'y a pas de raison de démonter notre première ligne. C'est peut-être, si c'est pas là, c'est assurément l'une des meilleures premières lignes de toute la Ligue nationale. Et je parle bien entendu de capitaine Landeskog, Nathan McKinnon et Rantanen. C'est 3 gros bonhommes qui sont capables de patiner, qui provoquent des choses offensivement, puis qui sont capables d'allumer l'étincelle de l'organisation quand besoin il y a. Fait qu'il n'y a aucune raison de défaire cette fameuse première ligne-là. Gabriel Landeskog, l'année passée, c'est 59 points en 51 matchs. Puis une chose que j'ai adorée, c'est son directeur général de l'année passée, Joe Sakic, qui a dit pendant les séries éliminatoires que son capitaine avait la chambre en main. Et ça, j'adore ça. J'adore ça parce que ça démontre que malgré le fait que c'est un joueur qui est d'impact offensivement, c'est aussi un joueur qui est très responsable dans son vestiaire et tu as besoin d'avoir des gars comme ça. Fait que j'ai adoré ce commentaire-là de Joe Sakic l'année passée. Par la suite, au niveau du centre, on y va bien entendu avec Nathan McKinnon, 88 points en 65 matchs l'année passée. Il a été réduit en termes de matchs, mais écoute, il était parti pour être le meilleur pointeur. En termes de ratio points, c'est lui qui aurait été le meilleur. Probablement le meilleur buteur aussi. Et par la suite, on a Rantanen, lui, c'est 75 matchs l'année passée, 92 points. Ouh! Quelle belle saison! Et il y a des observateurs qui comparent Slafkovsky au style de Rantanen. Si tel est le cas, mon Dieu que je serais content. En termes de deuxième ligne, ici, on va y aller avec Nichushkin. Lui, c'est 52 points en 62 matchs. Une bonne saison l'année passée. Et c'est là où je m'amuse un peu. J'y vais avec New Hook. 33 points en 71 matchs l'année passée. New Hook, c'est un jeune joueur de centre de 21 ans
C'est un prospect qui est intéressant en termes de caractère offensif du côté de l'Avalanche du Colorado. Fait que j'ai préféré mettre Newhook, qui est un petit peu plus jeune, mais que je fais jouer avec Artturi Lehkonen. Parce que Artturi Lehkonen, c'est quand même un jeune vétéran. Puis c'est un gars qui est très responsable défensivement. Mais c'est aussi un gars qui a été capable de faire, je pense, c'était 20 buts dans la LNH. Fait que il peut avoir un certain apport offensif, il ne faut pas s'attendre à ça d'Artturi Lehkonen, mais c'est un gars qui est capable de suivre un rythme rapide, c'est un gars qui est très responsable dans sa zone. Fait que de le faire jouer avec Newhook, qu'on lui dit peut-être, ben tu sais, exprime-toi un peu plus, là, tu vas avoir plus de jeu, il y a quelqu'un qui te back dans ta zone, je trouve que c'est intéressant. Fait que c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de mettre le jeune Newhook, 33 points en 71 matchs, avec Artturi Lehkonen, 38 points en 74 matchs l'année passée. En termes de troisième ligne, on y va avec le très vétéran maintenant, Andrew Cogliano. C'est un petit attaquant très responsable et rapide, mais il est peut-être un peu moins rapide que quand il était plus jeune par contre, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très responsable. C'est 16 points en 74 matchs l'année passée du côté de Andrew Cogliano, que je fais jouer avec Comfort, 33 points en 70 matchs. Mais c'est là où on aurait très bien pu mettre Comfort comme le deuxième centre. C'est un gars qui a un petit peu plus d'expérience dans la LNH, puis tu sais, il a pas mal fait, là, 33 points en 70 matchs ou bien 33 points en 71 matchs. C'est assez similaire, mais je trouve ça intéressant de peut-être donner un petit peu plus de temps de glace à Newhook parce que je pense que c'est un beau projet qu'on a du côté de l'Avalanche du Colorado. Mais n'en reste pas moins que si ça ne marche pas avec Newhook, ben on est confortable à mettre Comfort comme deuxième centre. Ça devrait relativement bien aller. Qu'on fait jouer avec O'Connor, 24 points en 81 matchs l'année passée. Donc je pense que notre ligne de centre est quand même relativement bien. Là. La perte de Kadri fait mal, mais c'est quand même bien. Je pense pas qu'on va avoir un Newhook ou un Comfort qui va faire 87 points l'année prochaine. Ça m'étonnerait bien gros. Ça se pourrait, mais ça m'étonnerait bien gros. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que c'est quand même intéressant au niveau de la ligne de centre. Et par la suite, on y va avec le vétéran Darren Ham sur la quatrième ligne, 15 points en 68 matchs l'année passée. Un gros bonhomme, surtout défensif, que je fais jouer avec le jeune Ben Meyers, qui lui a eu le droit à un petit échantillon LNH l'année passée. Et c'est 5 matchs, 1 point. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était un but qu'il y avait. Je m'en rappelle pas, mais il me semble que c'était un but. Fait que, honnêtement, on l'a pas vu beaucoup. Ouais, c'est ça, un but. On l'a pas vu beaucoup, mais c'est un joueur qui est fougueux. Alors ça, je trouve ça hyper intéressant. D'où pourquoi je l'ai mis dans mon alignement puis que j'ai préféré couper un gars comme Maltsev. Ben, c'est parce que c'est un gars qui peut amener une énergie au quatrième trio que je trouve intéressante. Et par la suite, on clore le tout avec Megna, 3 points en 20 matchs l'année passée sur la quatrième ligne. On scratch Maltev et Ranta que j'ai parlé tantôt, Sampo Ranta. Au niveau des défenseurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment place à s'amuser beaucoup. Je pense. Devon Toews et Cale Makar, c'est sûr que tu reviens avec ça. C'est une paire excellente qu'on a. Puis Devon Toews, je pense qu'on le découvre. On découvre un autre côté de lui qu'on voyait peut-être moins avec les Highlanders. Puis que là, on voit peut-être un peu plus chez l'Avalanche. C'est sûr que ça l'aide quand tu as un défenseur à côté de toi qui fait 80 quelques points. Ça augmente tes statistiques offensives, on se le cachera pas. Mais on l'aime bien au Colorado. Puis je pense qu'il a raison. C'est un défenseur avec un bon gabarit qui est capable de patiner. Plus un défenseur de sa zone à lui qu'offensivement. Mais quand même, 57 points en 70 matchs, ça a très bien été pour lui l'année passée. Puis ça va bien avec Cale Makar. 86 points en 77 matchs. Les deux gars s'entendent bien. Donc il n'y a pas de raison, selon moi, de défaire cette première paire-là, qui est peut-être une des très bonnes paires au niveau de la LNH. Ensuite de ça, au niveau de la deuxième paire, on y va avec Samuel Girard, 28 points en 67 matchs l'année passée. Ça aurait pu être intéressant ici d'utiliser Byram sur la deuxième paire. J'y ai été avec l'expérience. Mais encore là, Girard, il n'est pas vieux, là, on s'entend, là, mais j'y étais avec un petit peu plus d'expérience. Laissez peut-être encore un an à Byram. Jouer un peu moins de minutes, mais quand même jouer au niveau LNH. Donc j'y vais avec Girard et Manson, c'est 16 points 67 matchs l'année passée. Dans le cas de Manson, on l'a acquis à la date limite des transactions l'année passée. Puis on l'a aimé au Colorado. On a trouvé qu'il a très bien fait, autant pour, je pense, la vingtaine de matchs qu'il a joué en saison régulière que pour les séries éliminatoires. Donc, d'après moi, il va dans ton top 4. On ferme le tout avec la troisième paire. On a Byron et on a Johnson ici. C'est Eric Johnson, un défenseur d'expérience. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que Johnson est quand même dans la trentaine. Là, fait que de jouer avec Byron, je trouve ça assez intéressant comme mix. Byron, l'année passée, c'est 17 points en 30 matchs et Johnson, c'est 25 points en 77 matchs. Et je coupe McDermid. Et maintenant, on arrive avec nos gardiens de but. Alors, du côté de nos gardiens de but, on ne peut pas vraiment dire que l'année passée, Darcy Kuemper a mal fait. C'est un gardien de but qui est surtout régulier. Ce n'est pas un gardien de but qui est un gardien de but All-Stars au niveau de la LNH. Mais quand même, 57 matchs l'année passée pour Darcy Kuemper, 2,54 de moyenne, 921 d'efficacité. Fait que ça a quand même bien été pour Darcy Kuemper l'année passée.
Mais là, on a probablement opté pour un autre genre de mentalité du côté du Colorado et mon intuition me dit que c'est peut-être un tandem qu'on essaye de former. Alors là, on a été chercher Gorchev qui lui était avec les Rangers de New York et dans son cas à lui, ben, il se plaignait de son utilisation qu'il avait à New York parce que il se voit comme étant peut-être plus régulier que auxiliaire à Shesterkin, ce qui est en soi, tu verras pas beaucoup de games si tu es auxiliaire à Shesterkin. En tout cas, pas parti comme il est là. Fait que je le comprends. J'ai cru comprendre qu'il avait demandé un échange. Donc, dans son cas à lui, ce qu'on veut, c'est avoir peut-être un petit peu plus d'action. Fait qu'on va essayer de le challenger du côté du Colorado. Tant mieux si on est capable de découvrir un gardien de but vraiment partant clair. Mais sinon, au pire aller, on a quand même un tandem qui est intéressant entre Georgiev et Francis. Fait que je pense que c'est intéressant quand même ce qu'on a devant les buts du côté de l'Avalanche du Colorado pour la prochaine année. Ça devrait pas être désastreux, ou du moins c'est mon impression. Mais ceci dit, l'Avalanche, généralement, fait relativement bien paraître ses gardiens. Dans les dernières années, ils font relativement bien paraître leurs gardiens. Fait il y en a peut-être un qui va vraiment s'établir partant, mais on est confortable avec un tandem aussi. Alors, dans le cas de Georgiev, lui, c'est 33 matchs l'année passée avec les Rangers, 2,92, 898 d'efficacité. Mais c'est un gars du côté des Rangers qu'on avait quand même, on avait confiance qu'il allait se développer comme étant un bon gardien de but. Pas nécessairement comme étant un gardien de but étoile, mais comme un bon gardien de but. Fait que, est-ce que le potentiel est toujours présent? Si le potentiel est toujours présent, ben, on va être content du côté du Colorado. Si c'est à peu près la même genre de performance que l'année prochaine, ben, on a Francis aussi qui va pouvoir se partager la job. Fait que je pense qu'on n'est pas mal pris à ce niveau-là. On a par la suite Pavel Francis qu'on connaît très bien ici du côté de l'Avalanche du Colorado. 21 matchs l'année passée, 2,55, 916 d'efficacité. Fait quand même ça a été un bon auxiliaire. C'est ça qu'on lui a demandé, puis il l'a bien fait. Fait que bref, ça l'a bien été. Et par la suite, on a un certain Jonas Johansson, 11 matchs l'année passée, 4,69 et 856 d'efficacité. Lui, il nous arrive de la Floride. C'est clairement pas lui qui est là pour bumper out aucun des deux autres gardiens. Fait qu'on a probablement été chercher un gardien de but ici, qui est un gardien qui va être pour la Ligue américaine. J'assume. Je pense que c'est assez clair que nos gardiens de but LNH vont être Georgiev et Francis. Alors, de manière générale, il y a eu quand même quelques mouvements importants du côté de l'Avalanche du Colorado. Pas nécessairement qui ont entré, mais peut-être plus qui ont sorti. La perte de Nazem Kadri pourrait faire mal du côté de l'Avalanche, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Mais dans le cas de la perte de Darcy Kuemper, je me dis que c'est peut-être pas si pire que ça. Mais l'organisation reste que c'est une organisation qui, a de l'expérience. Ils ont une bague de la Coupe Stanley. Ils ont peut-être un peu trop fêté la Coupe Stanley. Ça se peut que le début de saison soit rough, mais il en reste pas moins que le talent est présent dans cette équipe-là. Ah, puis c'est vrai, il y a Burakovsky aussi qui est parti, qui est quand même une perte assez importante parce qu'il me semble qu'il avait connu des bonnes séries éliminatoires de son côté à lui. Fait qu'il y a quand même des éléments qui ont changé, mais je pense que le corps reste un excellent corps. Puis autant au niveau de l'attaque, tu as quand même quelque chose d'intéressant. Au niveau des défenseurs, je pense que tu as quelque chose de très intéressant aussi. Fait que c'est la raison pour laquelle, d'après moi, l'Avalanche du Colorado est encore une organisation qui est Cup Contender pour la saison 2022-2023. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, l'Avalanche du Colorado, c'est une organisation qui est Cup Contender, qui va courir pour une place en série, ou ben fuck it, ils vont se planter puis ils vont pas faire les playoffs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. Vous partagez aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey, c'est toujours plaisant. Et on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la LNH 2022-2023. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très prochainement. Peace out.